Bon, je commence. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je me sens très honorée de pouvoir être présente parmi vous et de faire cette intervention au sujet de la Chine dans les albums de littérature de jeunesse en France. Et, comme le roman, l'album est également un mode d'expression en rapport avec son contexte socio-culturel. Au sein d'un tel support iconotextuel, pour que les images créées sur la Chine correspondent à l'appréhension des jeunes lecteurs français au niveau linguistique, cognitif et culturel. Les auteurs et illustrateurs, vecteurs des représentations, transmettent consciemment ou non des images simplifiées ou réductrices qui circulent dans la société d'où ils sont issus, susceptibles de faire de l'album un lieu qui accorde une place large aux stéréotypes. Mais au-delà de cette mise en application des catégorisations antérieures, on se demande en même temps, l'album de jeunesse serait-il capable d'introduire des effets de prisme esthétique qui pourraient aller jusqu'à la déconstruction et à l'invention de nouvelles visions de la Chine ou de la culture chinoise? Basé sur un total de 50 albums de jeunesse publiés en France entre 1990 et 2020. Cette recherche vise à démontrer la manière dont la Chine a été exposée pour le jeune public français, tout en examinant des évolutions relevées au fil du temps. Ces ouvrages sont dotés de deux caractéristiques essentielles. D'abord, nous avons sélectionné les albums dans lesquels le texte et l'image forment une unité inséparable. Ni l'un ni l'autre ne comporte une simple fonction d'illustration. Ensuite, nous privilégions les albums de fiction ou de docu-fiction qui sont capables de faire surgir des représentations socioculturelles chinoises. Bon, donc c'est à partir de l'analyse de ce corpus en ayant recours à l'outil narratologique et sémiotique que nous représentons maintenant quelques résultats dégagés avec quelques exemples bien concrets. Nous commençons par quelques images imaginaires culturelles qui sont massivement circulées dans les albums pour la jeunesse en France. Dans l'orientalisme, Saïd a fait un constat suivant. L'Orient a été orientalisé, non seulement parce qu'on a découvert qui était oriental, selon les stéréotypes de l'Européen moyen du 19e siècle, mais encore parce qu'il pouvait être rendu oriental. Ces propos qui cherchent à analyser la vision orientale du Moyen-Âge nous semblent appropriés pour décrire la Chine, car l'ensemble des images utopiques de style oriental exerce encore une influence sur la création littéraire et artistique pour la jeunesse, esquissant ainsi une Chine exotique et philosophique. La reproduction de cette Chine imaginaire s'accompagne souvent avec la présence régulière des objets en tant que fil de conducteur, comme par exemple la porcelaine, la soie, le thé, le pavillon, le cascade, le paravent, etc. Derrière ces motifs de chinoiserie, on a remarqué parfois un aspect assez idéologique. Prenons l'exemple d'un album publié en 1997, Mon voyage en porcelaine. Cet album se présente sous forme d'une assiette en porcelaine. L'ensemble des motifs de chinoiserie tels que rivière, pavillon, petite barque, oiseaux, ponts et pêcheurs constituent la source d'inspiration pour l'auteur-illustrateur. Ces symboles, étant comme un passe-partout identitaire chinois, invitent le lecteur français à découvrir un paysage naturel bien différent du sien. Mais derrière la poétique de cette représentation visuelle, les Chinois sont alors dépeints en tant que serviteurs. Physiquement, ils se distinguent du petit français par une tresse dans leurs cheveux et leurs robes longues. Sur l'avant-dernier dessin, vous pouvez voir que les Chinois se penchent pour monter lentement l'escalier. Mais l'enfant français s'assoit sur l'épaule du premier pêcheur, la tête levée. C'est par ce moyen qu'il a été conduit au dîner. En termes de taille, l'enfant est le plus petit. Il se trouve pourtant à un endroit bien élevé par rapport aux trois pêcheurs chinois. Face à leur bienveillance, il exprime une vive émotion en annonçant que, à la table des Chinois, je suis reçu comme un roi.
L'image montre que l'enfant qui s'apprête à s'asseoir, tandis qu'un Chinois lui prépare sa chaise, un autre lui sert de la soupe et le troisième le regarde aimablement. Au lieu d'être un invité honorable au sens propre, l'enfant se considère comme un roi. Ceux qui le reçoivent sont ici automatiquement chargés d'accomplir des tâches domestiques, sous-entendant le rôle de serviteur bienveillant des trois pêcheurs chinois. Bon, cela nous amène à réfléchir sur l'idée eurocentriste, où l'enfant chinois, ou l'enfant français, même s'il est, il est très loin de chez lui, il est au cœur de toute l'attention et se trouve dans une position supérieure aux autres. Bon. Et à part cette Chine orientale, la Chine contemporaine trouve aussi sa place. Mais là, nous avons remarqué un phénomène bien intéressant. Une Chine rurale et une Chine urbaine s'entrecroisent. Une Chine intemporaire et une Chine moderne se mélangent qui donne ainsi lieu à un anachronisme spatio-temporaire. Comme dans l'album Lola en Chine, l'auteur illustratrice avait d'abord formé un imaginaire culturel sur le pays à visiter, où l'ensemble des éléments iconiques au style oriental composent le grand rêve de l'héroïne. Mais l'image de cette Chine orientale a tout de suite cassé à son arrivée à Pékin. La ville réelle, tout comme beaucoup d'autres capitales, est chaotique et confuse, constitue un contraste frappant avec la sérénité qu'elle avait cherchée. Donc Lola, l'héroïne, il n'a retrouvé le bonheur qu'en entrant dans un endroit dont elle rêve depuis longtemps, qui se compose de la montagne lointaine, du brouillard mystérieux, du pavillon traditionnel et d'un petit pont. Là, nous pourrions constater, malgré le fait que l'histoire se déroule dans le contexte actuel, la Chine ancienne y figure et reste très attractive, marquant par là un certain déni ou un rejet de la modernité. Le pays actuel ne semble pas avoir évolué. Il représentait et représente toujours la distance muette de l'étrangeté. Et dans un autre exemple, dans La petite calligraphe, le texte conduit le lecteur dans l'Antiquité de la Chine, en introduisant le thème de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Une jeune fille chinoise qui rêve de devenir calligraphe, mais le concours pour devenir discipline d'un grand maître est réservé aux garçons. Pour cette raison, elle se déguise en garçon et passe avec succès cet examen. Cependant, les illustrations sont ancrées dans le temps actuel, montrant de grands immeubles en construction à Pékin, laissant imaginer une ville chinoise à la fois intemporelle, réservée et évoluée. Donc, nous pouvons résumer ce phénomène en citant les propos d'un sinologue français qui disent que dans le cas de la Chine, on doit longtemps constater la nette prédominance des références aux classiques et aux textes anciens, alors que les allusions à la création contemporaine et à l'actualité littéraire sont beaucoup plus rares. Cette tendance du discours occidental a été analysée comme un déni de contemporanéité, figeant en quelque sorte les représentations historiques et culturelles, généralement pour mettre en valeur par contraste l'activité et la modernité occidentale. Bon, donc à part cela, une autre image fossilisée qui sont largement circulées dans les albums concerne les Chinois d'outre-mer, c'est-à-dire les Chinois à l'étranger, qui sont généralement dépeints comme étant réservés et travailleurs. Par exemple, dans un album publié en 1993, la jeune Chinoise est tellement timide à son arrivée en France qu'elle a un seul ami, c'est un oiseau. Des années plus tard, dans les bandes à rêve aussi de 2006 et Bonjour la France 2009, l'image de l'enfant chinois reste toujours très discrète et nostalgique. En attendant, les parents de ces enfants, étant les premières générations des immigrés en France, sont souvent occupés de leur travail, n'ont pas de vacances et ne font pas l'attention à l'insertion sociale de leurs enfants.
Le seul album à titre exceptionnel est celui de Domi Angereur, Ami Ami, où nous avons découvert pour la première fois l'image d'une Asiatique contre-stéréotypée, très sociable et très ouverte à l'autre, qui, au lieu de travailler dans la restauration chinoise, devient créatrice de mode dans sa vie. Donc, il est indispensable là-dessus de relever que ces qualités attribuées aux Chinois à l'étranger ne sont pas inhabituelles. Déjà au XXe siècle, ils ont été décrits comme étant tranquilles, calmes, presque philosophes, mais jamais envahissants ou agressifs. Ils ne font jamais étalage de ces 3000 ans d'histoire. Il accepte sa position subordonnée avec dignité et sans perdre le respect de soi-même. Bon, tous ces exemples prouvent que la création artistique et littéraire d'un album n'est pas un processus isolé. Derrière derrière le créateur, il existe bien un univers social dont celui-ci pourrait s'inspirer. Cela pourrait être la société où il vit, les idéologies qui y circulent, le contexte économique, les pensées des gens de son époque, etc. Ces éléments fonctionnent sur lui et l'influencent pour façonner ses points de vue, laissant une trace sur son écriture ou sa peinture. C'est pour cette raison que l'album ne peut pas priver les lecteurs de l'ensemble des représentations parfois stéréotypées. Mais bien que cela, dans le marché du livre de jeunesse, certains albums originaux ont commencé à se faire distinguer au fur et à mesure du temps. Nous soulignons ici 2 albums inédits qui sont capables de faire évoluer quelques personnages archétypaux en ce qui concerne la Chine. D'abord, le premier album que nous voudrons présenter, c'est la ballade de Moulin. L'histoire originale met l'accent sur le déguisement masculin d'une jeune femme chinoise allée au front à la place de son père. Alors, illustratrice française ici, elle a réussi à moderniser ce personnage en jetant un regard occidental, qui rend ce personnage à la fois national et international, très indépendante et libre. La première de couverture donne déjà à imaginer l'image d'une guerrière allant au combat, dépourvue de déguisement masculin. Sa virilité est totalement supprimée, rappelant la figure de Jeanne d'Arc dans un tableau datant du XVIe siècle. Donc, dès le début de lecture, c'est comme si une Jeanne d'Arc chinoise démarrait son aventure. Lorsque Moulin décide de s'engager dans l'armée, l'illustratrice dépeint un personnage féminin ayant une allure dégagée et étant vêtu d'un collant. Lorsque Moulin est parti au champ de bataille, sa présence est visuellement minimisée et aucune trace ne supposant son éventuel déguisement masculin. Lorsqu'elle est accueillie par l'empereur de Chine, ni de protestement, ni de costume masculin. Moulin est montrée dans sa tenue et sa coiffure féminine, se donnant debout devant l'empereur. Les 2 personnages apparaissent presque sur la même ligne horizontale. Placé dans une position aussi importante que celle de l'empereur, Moulin ignore ainsi tous les rituels effectués devant lui. N'est-ce pas sa manière là pour déclarer au monde que les êtres humains sont tous égaux, au mépris du genre et de la couche sociale? C'est bon? C'est juste la terre. Pardon. Voilà. Ce sont quelques images que nous voulons montrer. Après, vers la fin, la dernière double page, où Moulin révèle en personne son véritable genre à ses compagnons de guerre. Elle se tient droite à l'extrémité du banc pour saluer son compagnon. Les bras ouverts et dans une position autre, elle occupe à elle seule la moitié de la double page. La tête haute, la bouche ouverte et l'air étonné. Ces derniers la salue comme si elle était une déesse. Cette posture renvoie immédiatement à la célèbre statue de la liberté, dressée sur le port de New York. Voyons que l'image de Moulin
est ainsi modernisé, mis à égalité avec le symbole de l'amitié franco-américaine, nous permettant de ressentir la liberté et l'indépendance de cette figure féminine chinoise, qui ne fait pourtant pas l'objet du texte classique. Et dans un autre album qui s'appelle Moi Ming, le paysan chinois Ming aurait pu être une célébrité ou une personne de pouvoir, mais il est très fier de son identité réelle, un grand-père heureux. La personne qui le rend fier est au nom de Nan, sa petite fille. Cette dernière, avec ses deux petites tresses retombant sur ses épaules, est vêtue d'une veste de toile rose au motif fleuri. Isolée sur un fond jaune canaré, elle est présentée de front et en plan rapproché. L'accent est donc mis sur son visage. Son beau sourire est particulièrement captivant, faisant ressentir sa joie intérieure naturelle et infinie. Mais de quelle manière l'illustratrice française a-t-elle pu faire émerger une telle iconicité chinoise remarquable? En questionnant plus en profondeur de son origine, nous osons mettre en parallèle cette image avec celle plus conventionnelle que conçoit la société française sur l'enfant chinois durant l'époque avant la réforme économique chinoise en 1978. Bon, vous pouvez voir que à travers la lecture d'un grand nombre de livres illustrés édités en français et des affiches de propagande liées à cette période, nous avons dégagé quelques caractéristiques de l'enfant chinois que nous nommons enfant socialiste. Sur le plan iconique, peint de façon réaliste, celui-ci a très souvent un visage rond, de grands yeux surmontés de sourcils épais et un beau sourire accroché à ses lèvres. Il porte un vêtement de toile et un foulard rouge autour du cou. Quant aux filles, elles portent souvent une ou deux tresses, sous-entendant la possible esthétique collective de l'époque. Au-delà de ces traits physiques, trois thèmes principaux sont rattachés à ces enfants. La poursuite de la paix, l'enfant patriotique et le bon enfant. Reconnaissables par leur apparence et ces thèmes, ces enfants socialistes marquent encore l'imaginaire français et apparaissent dans des productions culturelles. Mais ici, au lieu de représenter un enfant socialiste, l'album montre un enfant chinois totalement libéré d'un carcan idéologique et qui retrouve sa nature même d'être un enfant. Elle est très joyeuse et insouciante, apportant un rayon de soleil à son grand-père qui l'aime tant. L'illustratrice réussit ainsi à déjouer le stéréotype sur l'enfant chinois formé à une époque spécifique. La fillette pourrait même être considérée comme un jalon dans l'évolution de ce stéréotype iconique. À la vue d'une telle image, l'idée que le lecteur français garde à l'esprit serait plus poétique, idéologique ou éducatif. Ce processus de déconstruction d'un sens usé du stéréotype tout en le redynamisé par l'ajout d'une nouvelle signification conduit finalement à l'originalité de l'album que nous avons étudié. Bon, on va rapidement conclure. De toute évidence, le fond imaginaire commun que possède le créateur investit les codes visuels et textuels dans la formation de certaines images stéréotypées ou fossilisées. Mais il existe sans doute des albums, disons, originaux, capables de déjouer ou de faire évoluer des représentations antérieures par un processus de transformation esthétique, comme ceux évoqués, comme ceux à partager. Cependant, en termes de quantité, le nombre reste très limité, excepté quelques œuvres créées par les Français ou des francophones. Il existe aussi quelques auteurs et illustrateurs d'origine chinoise et quelques-uns qui ont reçu une éducation en langue et culture chinoise. Ces personnes, sous leur plume et leur pinceau, cherchent à lancer des débats et inviter à réfléchir sur une Chine à plusieurs facettes. Nous faisons sentir le pouvoir de l'album de littérature dans la représentation de l'autre. Mais vu que le nombre reste très faible, on pense que pour qu'une réelle communication puisse avoir lieu entre les jeunes générations, il y a encore un long chemin à parcourir dans le domaine éditorial et que dans le domaine littéraire. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà.
Merci pour nos trois intervenants avec chacun apporte un aspect de cette francophonie en Chine, avec l'histoire, avec les perceptions et avec les représentations. Nous avons 15 minutes pour les questions, échanges avec les intervenants. Je vous invite donc à poser des questions ou des commentaires. Merci. J'ai une question pour Monsieur Wang. Cette année, on a entendu dans le gala de la fête du printemps une chanson d'une comédie musicale très connue, Belle dans Notre-Dame de Paris. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé l'apprentissage de français aussi parce que j'aime beaucoup les comédies musicales françaises. Donc, est-ce que vous pensez que avec ce genre d'exposition, on va voir une croissance d'apprenants de la langue française en dehors d'enseignements universitaires ou vocationnels, un peu comme le cas de la langue japonaise. Merci. Oui, certainement oui, puisque c'est une performance dans le cadre du festival, du Nouvel An Festival, c'est-à-dire Chunjie, pour présenter ou bien pour fêter la 60e anniversaire pour la relation diplomatique entre la France et la Chine. Donc voici, c'est un signal, c'est un très bon signal pour, pour présenter voilà, la diffusion de la culture, surtout la diffusion des grands événements, des images culturelles est une très bonne approche pour promouvoir une amitié entre différents pays, non seulement entre la France et la Chine, mais aussi peut-être entre le Japon et d'autres pays, comme vous avez mentionné. Oui. Je vous en prie. D'autres questions? Merci beaucoup pour vos interventions. Et moi, c'était une question au niveau de... Vous avez évoqué que pour apprendre le français ou la culture de la francophonie, ça se faisait à partir d'un certain âge qui est beaucoup plus élevé, que c'est des spécialités ou autres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment pour, par exemple, vous avez évoqué le primaire. Et comment se fait l'apprentissage à ce moment-là? Franchement, je n'ai pas fait une analyse ou bien un sondage assez précis pour l'enseignement dans le primaire. J'ai seulement quelques chiffres ou bien quelques données sur cette étape. Mais je voudrais dire l'apprentissage ou bien l'enseignement dans le primaire, c'est un choix des écoles. C'est-à-dire ils ont leur choix, non seulement leur choix de l'enseignement des langues, mais aussi leur choix de l'approche didactique pour étudier la langue française, pour apprendre la langue française. Donc, mais j'ai entendu dire que dans un proche futur en Chine, c'est aussi publié par le ministère de l'Éducation de Chine, on va aussi un schéma didactique pour guider non seulement l'enseignement dans le secondaire, mais aussi l'enseignement dans le primaire. Quelques spécialistes sur l'enseignement de la langue française en Chine sont en train de promouvoir ce processus. Oui, voici ce que je connais. Voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Je pense que j'ai lu un article publié en 2014 par professeur David David sur l'enseignement du français en Chine. Et là, il a mentionné que maintenant, avant 2014, bien sûr, au primaire, l'enseignement du français est encore très rare, mais ça existe peut-être dans une dizaine d'écoles primaires où le français est enseigné en tant que cours
à option au cours de loisirs. Mais c'est vraiment dans des villes très bien développées comme Shanghai, comme Pékin, mais ça reste vraiment à développer. Je ne sais pas si monsieur se souvient encore de le chiffre concret, mais c'est très peu, oui, c'est vrai. C'est ça. De l'initiation, la méthodologie, je ne sais pas comment c'est, mais c'est d'abord souvent des écoles internationales ou avec un public des parents assez mondialisés, donc des écoles où il y a déjà l'anglais qui est là enseigné. Et aussi, j'ai l'impression que c'est plutôt les écoles primaires rattachées à des universités, des études étrangères, langues C'est étrangères. ça, ou des... Oui, c'est ça, mais ça reste quand même très, très peu, c'est même pas des heures par semaine, c'est de l'initiation, quoi. Voilà, ça, moi, c'était pas plus que ça, quoi. Je pense, c'est tellement rare quand même que je sais pas si, même si vous voulez faire une étude, ça sera assez compliqué de trouver quelques écoles, quoi, à mon avis. Après, je posais la question parce que j'ai entendu parler, par exemple, des écoles Freinet, où on m'avait parlé justement qu'il y avait un peu l'apprentissage du français dedans et qui étaient des écoles présentes en Chine. Pardon, vous pouvez répéter? Les écoles Freinet. Ouais, Ça. Oui. non. Ah, oui. Désolé, je n'ai pas fait beaucoup attention à ce domaine. Donc, oui. Oui, moi je voulais juste revenir sur un élément que vous avez évoqué, Monsieur Wang, et qui avait été évoqué aussi par David tout à l'heure, sur le fait que en Chine, on s'intéresse beaucoup à la culture française, puis à la culture de la francophonie en Afrique, puis aux autres pays francophones. Je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent. Et je pense qu'il ne faut pas imaginer, c'est pas ce que vous avez dit ni l'un ni l'autre, mais que c'est spécifique à la francophonie ou au français. Moi, je suis angliciste, et c'est vrai que dans notre cursus, pour les étudiants, que ce soit au collège, au lycée, à l'université, il y a des pôles attracteurs qui sont la Grande-Bretagne et les États-Unis, surtout les États-Unis de nos jours, même si la France est peut-être un peu dans une situation géographique particulière qui lui permet de s'intéresser quand même à la Grande-Bretagne. Mais c'est vrai que les autres pays francophones, ne serait-ce que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, sont vraiment les parents pauvres. Et quant à l'Afrique anglophone, qui a pourtant une littérature extrêmement riche, je pense à Chinua Achebe, à Soyinka, etc., ne sont plus étudiés du tout. Dans les années 70, il y avait un intérêt pour ces littératures. Ce n'est plus le cas. Et c'est vrai qu'on fait malheureusement le même constat, c'est-à-dire que on s'intéresse à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, et le reste, enfin, l'Australie, c'est l'équivalent de la Belgique pour la francophonie, et l'Afrique anglophone existe très très peu au niveau de la littérature, et c'est vraiment une perte sèche au niveau culturel qui malheureusement on a finalement très peu de leviers pour contrecarrer ce glissement. Et donc, c'était simplement pour dire que voilà, il y a un parallélisme des formes entre ce qui se passe en francophonie et en anglophonie, et que malheureusement, le mal est là, le remède, on le cherche encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et on peut faire aussi des commentaires. Pour le primaire, donc mon dernier article de 2019, j'en ai quand même plus récent, enfin, en fait, l'ouvrage de l'OIF, La langue française dans le monde, là, il y avait un chapitre sur l'Asie. Donc, sur la Chine, j'avais pour le primaire, j'avais écrit entre 700 et 1000 élèves, 700 et 1000, sur 1,3 milliard. Bon, et j'ai marqué entre parenthèses données très incertaines. Donc, vous voyez, j'étais vraiment allé à la pêche, quoi, voilà. J'ai aussi des questions. Bon, je souhaite poser une question à M. Peng Fei. Vous avez
vous avez cité des différentes données statistiques sur le nombre d'apprenants de français en Chine, tout ça. Sur quelle source documentaire vous vous basez? Sur le rapport publié par l'OIF en 2022. Oui. D'accord. Que ça n'a pas d'autres bases de données. Pardon? Il n'a que les sources de l'OIF, c'est ça? Ah oui, c'est ça. OK. Et puis, j'ai d'autres questions aussi qui vous concernent. Vous avez parlé du français comme matière d'or, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Spécialité d'or voilà. concernant l'emploi pour les étudiants, tout ça. Tandis que l'anglais constitue toujours une première langue étrangère en Chine, est-ce qu'il y a des statistiques concernant les taux d'employabilité des apprenants de français et des apprenants d'anglais pour pouvoir avoir une idée de comparaison entre les deux? En fait, à mon avis, si on a beaucoup de postes qui sont poursuivis par les apprenants de la langue anglaise, mais comme en Chine, il y a beaucoup d'apprenants qui sont dans la spécialité de la langue anglaise, donc voilà, le conflit ou bien la lutte, la concurrence, c'est assez sérieuse maintenant en Chine pour cette langue, et tandis que la langue française, c'est plus à l'aise qu'à l'est. Donc, on n'a pas beaucoup d'apprenants comme la langue anglaise maintenant en Chine. Et grâce aux entreprises chinoises qui sont maintenant à faire des constructions, des infrastructures maintenant en Afrique, et on a besoin de beaucoup d'interprètes ou bien beaucoup de travailleurs maintenant en Afrique. Voici c'est la raison pourquoi on dit on doit aller en Afrique pour trouver un boulot là, pour les apprenants de la spécialité de la langue française. Donc, mais dans un proche futur, peut-être cette situation ou bien cette condition actuelle va changer un peu dans un proche futur, mais je ne sais pas. Donc, je suis en train de répondre. Pour ajouter un élément dans un article que j'ai lu récemment, on indiquait qu'il y avait à peu près 900 000 étudiants chinois dans le monde, dont 27-28 000 en France. Donc ça montre un petit peu, et ces 900 000, en général, sont plutôt dans des pays anglophones, beaucoup en Australie, qui est la première destination. Voilà. Et du coup, la rareté fait aussi la valeur du français dans ce contexte. J'ai peut-être une question, c'est sur les stéréotypes. J'ai bien aimé votre intervention. Et en fait, ça m'a fait penser aussi à l'intervention de Madame Estran, et aussi à un album de Tintin et Milou, Le Lotus Bleu, où ce qui est intéressant, c'est que Hergé essaye de dénoncer les stéréotypes, notamment lorsqu'il s'adresse à Chang, et il raconte ce qu'on raconte en Europe sur les Chinois, avec leurs ongles longs, etc. Ils jettent les enfants bref, tous les stéréotypes qui devaient régner à l'époque sur la Chine. Mais d'une certaine manière, dans son album, il produit lui-même des stéréotypes sur la Chine. C'est un album de son époque, hein. Et sur les Japonais aussi. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une histoire justement des stéréotypes qu'ont pu sans doute produire les Chinois sur les Européens aussi, parce qu'il y a dû y avoir aussi ce type de stéréotypes. Sur les Européens, c'est d'ailleurs Oui, les Chinois. voilà. Est-ce que les Chinois sont finalement ne nous caricaturent pas d'une certaine manière, notamment à travers la mode et à travers. Tout à l'heure, vous parliez du français qui est rattaché à un certain nombre d'imaginaires. Vraisemblablement qu'on est là aussi dans le registre du stéréotype.
Moi, j'aimerais bien réagir d'abord sur la bande dessinée Tintin en Chine. En fait, c'était très intéressant. J'avais lu un article sur vraiment sur Lotus Bleu, le Lotus Bleu. Et là, ça veut dire que Hergé, avant de créer la bande dessinée le Lotus Bleu en Chine, il avait fait beaucoup de bandes dessinées avec plein de stéréotypes culturels sur les autres pays, notamment en Afrique du Nord et du Sud et tout. Mais c'est notamment à sa rencontre avec un étudiant chinois à l'époque, il a commencé à créer des albums très inédits. Il a commencé à déconstruire de son propre moyen les stéréotypes culturels qui avaient formé dans sa société. Donc c'est bon, ça a aidé constituer aussi une de mes motivation à travailler sur les albums, les images de la Chine dans les albums, parce que j'aimerais bien savoir si dans les albums à proprement dit, il y a aussi cette capacité de déconstruire des choses qu'on avait formées il y a longtemps, au XXe siècle, XIXe siècle, etc. Bon, donc c'est la première. Et votre deuxième question, c'est vraiment quelque chose. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai répété tous les jours au cours de ma rédaction de ma thèse. Je me suis dit, une fois que je rentre en Chine, ce sera un bon travail à faire, une recherche, un bon sujet à faire après ma thèse. Maintenant, je travaille que sur les images dans la Chine, dans les albums en France. Mais une fois que je rentre, je me suis dit, OK, ce sera un bon projet. Je pourrais faire une recherche sur les albums ou bien la littérature de jeunesse en particulier, ou comment la France ou bien l'Europe se montre dans cette littérature adressée aux enfants. Mais réellement, maintenant, je ne sais pas. Parce que la littérature de jeunesse n'est pas bien développée en Chine. On a cette notion, mais c'était plutôt dans les années 20 du siècle dernier. À un moment donné, c'était très à la mode la littérature de jeunesse. Mais depuis le début du 21e siècle, ça commence à avoir comment dirais-je, un retour. Ça veut dire que maintenant, on parle pas vraiment de la littérature de jeunesse en particulier. On ne sait pas ce que c'est l'album de jeunesse. On ne sait pas ce que c'est, à vrai dire, la littérature de jeunesse. Bon. Merci, Madame Wang. Il y a un marché à prendre, lancez-vous. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi fascinant chez Hergé. Non seulement il déconstruit le monde, les stéréotypes, mais il va même lui-même déconstruire son propre trait. La graphie, elle change puisqu'elle s'inspire de la graphie que le vrai Chang lui a appris, et il s'inspire de la calligraphie chinoise. Donc ça aussi, c'est très étonnant comme thème de transfert et de réception. Mais finalement, ce que vous nous expliquez, c'est que les petits Français rêvent de la Chine, ou les auteurs pour romans de jeunesse rêvent de la Chine, mais comme visiblement, on rêve de la France en Chine. Excuse-moi, c'est une question ou parce que je suis un peu en bordel en ce moment. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez posé une question ou vous avez fait juste un commentaire? Juste un commentaire. Ok, d'accord. Bon, je suis un peu en bordel. Excusez-moi. J'essaie de vraiment saisir la mot-clé pour répondre à votre question. Bon. Bon, merci encore pour tous les intervenants aujourd'hui, pour votre contribution très riche qui décide bien la réussite de cette première journée. Merci beaucoup. À l'organisatrice.